Vous souhaitez savoir comment les femmes et les hommes construisent un futur responsable et inclusif? Le club By Mixité Inside, qui a pour vocation de témoigner, networker et sensibiliser les collaborateurs des entreprises à la mixité et à l'inclusion en utilisant les outils et formations du groupe Arkea, le réalise pour vous. Dans un contexte sanitaire perturbant et une année 2020 quasi lunaire, le club By Mixité Inside s'est réinventé en vous proposant, sur un format 100% digital, des témoignages de personnalités emblématiques et inspirantes qui répondent justement à cette question. J'en profite pour remercier chaleureusement l'ensemble des participants pour leur engagement et leur disponibilité. Un grand merci aussi à notre toute petite équipe, Marine, Claire et François. Alors, installez-vous bien derrière vos écrans, suivez-nous tous les jeudis du mois de janvier. Très bon visionnage à toutes et à tous. Bonjour, je suis Florence Repion. Je travaille depuis 13 ans chez Dell Technologies. Je suis vice-présidente du Channel et membre du comité de direction. Alors, les démarches inclusives et responsables de l'entreprise sont très nombreuses, vont toucher des domaines comme l'environnement et vont aujourd'hui, je vais me centrer sur toutes les démarches autour de la diversité, notamment la diversité de genre, qu'on articule essentiellement autour de 3 axes. Le premier, en amont, va contribuer à aller donner envie aux jeunes filles, donc notamment au niveau de la 3e, d'embrasser des carrières dans le monde de la high-tech, en travaillant avec le secteur associatif comme la Fondation Agir contre l'exclusion ou des initiatives type Wi-Fi, de manière à leur démontrer que le secteur de l'IT est tout à fait accessible et il y a plein de jobs possibles pour leur donner envie de conduire leur carrière et leurs études surtout et venir nous rejoindre après leurs études. On va travailler sur le présent avec les femmes qu'on a dans l'entreprise, de manière à leur expliquer qu'une carrière, ça se mène, c'est un travail. Il faut travailler déjà sur son personal branding, savoir mettre en avant ses forces, savoir développer un réseau. Et pour ça, on va travailler avec des mentors pour les aider. On va travailler également avec ce qu'on appelle des listen to leadership, c'est-à-dire c'est des femmes dans l'entreprise qui ont des postes à responsabilité, qui vont partager leurs expériences afin de les aider à avoir des rôles modèles et que ces femmes soient inspirantes pour d'autres plus jeunes femmes pour leur donner envie d'embrasser des carrières de manager. Alors, les personnalités inspirantes sont, il y en a plusieurs. Déjà dans le passé, Simone Veil, qui a fait énormément pour le droit des femmes. Aujourd'hui, ce serait plutôt Elisabeth Moreno, que je connais bien, une ancienne collègue qui travaille d'arrache-pied sur l'égalité femmes-hommes, avec beaucoup d'initiatives. Et puis, je dirais, les personnalités de l'avenir, notamment la jeune fille de 15 ans, Gitanjali Rao, d'origine indienne et américaine, qui vient de faire la une du Time début décembre, pour notamment ses recherches et une solution autour du plomb dans l'eau et qui a déjà écrit 2 bouquins. Donc voilà. Les prochaines étapes, c'est de continuer le plan d'action et la première des choses, c'est de chiffrer l'avenir. Au niveau du groupe mondial, on a décidé d'ici 2030 d'avoir 50% de femmes, dont 40% de femmes leaders au travers du monde. La deuxième des choses, c'est aussi travailler sur les biais et les perceptions avec une organisation qui s'appelle Catalyst, avec le mouvement, l'initiative MARC, Men Advocating Real Change, qui a pour objectif de travailler avec les leaders qu'on a aujourd'hui, notamment masculins,
afin de leur faire comprendre que je suis différente comme toi et de travailler sur toute la notion de différence, de biais, de perception, de manière à éviter d'embaucher des gens qui nous ressemblent trop et de justement travailler la diversité, le genre inclus mais pas que, dans nos recrutements. Moi, mon message pour les jeunes générations, c'est simplement un mot: oser. Ayez confiance en vous, le champ des possibles est immense. Faites-vous plaisir, ne vous mettez pas de barrière dans la tête. Avançons, le monde est en train de changer. L'intelligence artificielle, toutes les nouvelles technologies ont besoin de diversité. Aujourd'hui, quand vous tapez grand-mère dans Google, vous apercevez que vous avez des femmes blanches qui ressortent partout dans le monde. Donc, on a besoin de diversité, on a besoin de jeunes filles, on a besoin de diversité dans l'entreprise pour les performances. Donc, osons et embrassons tous un monde meilleur et plus divers. Bonjour, je m'appelle Inès Léonard-Duzy, j'ai 33 ans, je suis la présidente de l'ONG Digital for the Planet et la directrice générale de Préserve. Je suis maman d'un petit garçon et je suis écrivaine, je sors mon livre en février 2021 qui s'appelle Réparer le futur aux éditions de l'Observatoire. Comment construire un futur responsable? C'est une très vaste question. On peut tenter de dire que construire un futur responsable, évidemment, c'est d'abord l'éducation. Je pense qu'on a énormément de défis à relever sur le plan de l'éducation et comment on informe les femmes et les hommes et les enfants. J'ai toujours aimé l'idée qu'il faut davantage de transversalité sur les savoirs, comprendre comment on combine les idées. Vous savez, j'ai cette idée qu'un jour, je vous parlais de mon fils, j'ai l'idée qu'un jour, il aura 15-16 ans, on sera à la table du petit déjeuner et qu'il me dira « Mais maman, à votre époque, vous étiez complètement irresponsable, vous étiez sale et puis en plus un peu raciste. » Et j'espère qu'il me dira ça parce que ça voudra dire qu'en fait, ça a changé, l'état de fait n'est plus le même. Et j'espère pouvoir lui dire « Mais maman a fait ce qu'elle a pu. » Et c'est le cas en fait. Aujourd'hui, je pense que pour un futur plus responsable, évidemment, il faut qu'on prenne conscience du mal qu'on fait à la planète. Mais pour ça, il faut qu'on le comprenne et qu'on le mesure. On manque de ce savoir-là. Prenez les personnes dans la rue. 8 personnes sur 10 ne peuvent pas faire la différence entre un kilowattheure, un effet Joule, un gaz à effet de serre, un impact carbone, un impact équivalent carbone. Tous ces savoirs-là sont très succincts et ils manquent à la compréhension. Ensuite, le pourquoi en fait. C'est quoi le futur demain? C'est bien de vouloir sauver la planète, être plus responsable, mais pour quel but? Quelle est la vision? On manque d'une vision, on manque d'une union et d'une voix. Ça, c'est une chose. Et puis, on manque de solidarité, je le pense. Avec les technologies numériques et dans leur côté un peu sombre, on a tendance à tous se ressembler et à se rassembler dans des critères très sélectifs. Et finalement, on isole des personnes différentes. On commence à faire la chasse à la différence. Et de fait, on a des personnes qui s'isolent dans des minorités. On a de plus en plus de minorités qui se révèlent parce que justement, on devient tous très similaires. Évidemment, je pense aux femmes, je pense aux minorités ethniques, culturelles, religieuses qui doivent toutes exister. Je pense aussi, par exemple, aux personnes obèses, aux personnes avec du poids. La grossophobie est un vrai sujet. Et le racisme envers les personnes grosses, on n'en parle pas, mais il est terrible. Toute cette partie inclusive qui, pour moi, est nécessaire à un futur agréable, en tout cas, c'est dans lequel j'ai envie de voir nos enfants grandir. La pollution numérique, ça m'étonne toujours d'entendre des personnes qui me disent « Moi, je ne savais pas tout ça ». Parce que j'ai l'impression d'en parler depuis 4 ans quotidiennement et en fait je réalise que c'est un sujet essentiel. Plus on numérise notre monde, en fait on a l'impression que le numérique est complètement intangible. On a toujours dit
Save the planet, go paperless. On pensait vraiment que le numérique allait nous aider à désengorger les pollutions qu'on générait. Et en fait, pas du tout. Et encore pire que ça, plus le numérique se complexifie, plus on arrive à des technologies hyper pointues, plus il est tangible. Et toute technologie numérique, finalement, procède d'une entaille dans le sol. Comment on lutte contre la pollution numérique? D'abord, pour faire très simple, c'est limiter nos achats d'appareils électroniques qui constituent 70 à 75% de la pollution numérique environnementale. Donc plus on achète des appareils électroniques, plus on sollicite des terres rares, plus on sollicite des alliages, plus on sollicite du voyage de matières premières et de produits finis à travers le monde. Aujourd'hui, il existe plus de téléphones actifs dans le monde qu'il y a d'êtres humains. Et c'est quelque chose dont il faut avoir conscience. Donc, je préfère 1000 fois, on a beaucoup cette idée qu'il faut limiter nos mails, limiter nos usages d'Internet, ce qui est vrai. Ce qui est vrai parce que c'est aussi des flux Internet qui voyagent dans des câbles et ces câbles sont nourris en énergie et cette énergie, cette électricité vient des énergies fossiles. Mais c'est surtout, je préfère quelqu'un qui poste des selfies sur Instagram plutôt que quelqu'un qui change de téléphone et de smartphone plutôt tous les ans. Le retour à l'essentiel, il est essentiel en ce sens. On a des gens qui s'expriment sur un retour au minimalisme, un retour à l'essentiel, à la simplicité. On a ces personnes qui veulent de la décroissance, c'est-à-dire diminuer et réduire notre rythme de vie, qui s'opposent à des personnes qui veulent, eux, de la croissance, mais soluble dans une économie de marché. Et puis, on a les personnes qui veulent qu'on se restreigne. Donc, toutes ces personnes s'opposent finalement avec des discours qui sont tous très nobles et très beaux et nécessaires, en fait, mais souvent qui manquent de praticité, qui manquent de réalisme. Aujourd'hui, si la réponse, elle existait, si elle était simple, ça se saurait. Ce que je pense, c'est d'abord orienter ces technologies numériques dont on parle et qui sont merveilleuses, qui permettent des progrès juste incroyables, il faut toujours le rappeler. Il faut d'abord les réorienter vers des vrais enjeux, donc l'essentiel. L'essentiel d'abord, c'est aujourd'hui lutter contre les clivages sociaux, les clivages financiers. Aujourd'hui, on a des écarts de richesse dans le monde et même dans les pays dits développés qui embarrassent même les économistes les plus libéraux. C'est d'abord lutter contre la famine aujourd'hui qui existe encore dans le monde, c'est pas normal. On a encore des gens 2,1 milliards de personnes dans le monde n'ont pas d'eau potable chez elles. On a encore 700 enfants qui meurent quotidiennement, selon les chiffres de la Banque mondiale, par manque d'eau salubre. Aujourd'hui, on a encore ces enjeux-là, mais on va fabriquer des applications qui permettent de faire plus de marketing sur des sites e-commerce et faire en sorte que vous achetez un service en plus sur une plateforme. C'est bien, ça génère de la richesse, mais pour des gens déjà très riches. Et en fait, on a d'autres enjeux auxquels il faut répondre. Donc, quand on appelle à un retour à la simplicité, moi d'abord, dans un premier temps, j'appellerai à un retour à l'essentiel. Moi, à titre personnel, j'aimerais transmettre aux jeunes générations que tout est possible et que rien n'est jamais défini à l'avance. Et je dis ça parce que je viens d'un petit patelin de Normandie et j'ai pas de parents héritiers. Et que je me suis faite avec ma passion, ma persévérance et mes idéaux. Maintenant, j'ai pas grand-chose outre mesure à transmettre moi personnellement, mais ce que j'aimerais qu'on transmette aux plus jeunes, c'est cette idée que le pouvoir d'émerveillement, ça s'entretient et qu'on en a besoin pour construire justement ce joli monde dont on parle. Il nous manque deux choses aujourd'hui que je suis sûre les jeunes générations peuvent réveiller, c'est l'humilité et l'imagination. Ce sont deux choses qui vont nous permettre d'avoir les vraies innovations dont on a besoin.